RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour et bienvenue. Je suis très comblé de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre à Kinshasa, en France et partout au monde à travers le bouquet Canal Plus et Blue OTT. Je suis également très ravi aujourd'hui de vous présenter un invité aussi qui nous a honorés à travers de ces programmes de notre grande émission Que dit les droits. Comme je disais tout à l'heure, que je suis très heureux de vous présenter notre invité d'honneur. C'est un invité d'honneur, le professeur Espoir Massamanki de l'Université de Kinshasa. Il est professeur à la faculté des droits. C'est avec lui que nous allons aborder bien des questions aujourd'hui. Je pense que je vais déjà vous annoncer la thématique. Nous parlons aujourd'hui sur la compétence des juridictions militaires congolaises à l'égard des civils. La compétence des juridictions militaires congolaises à l'égard des civils. Je salue. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Salomon. Je disais que vous êtes professeur et vous êtes aussi avocat, vous êtes un acteur politique, mais aujourd'hui je vous reçois en qualité du professeur et de l'avocat. Oui. D'entrée de jeu, j'ai vu votre affiche, vous êtes maître de l'école aussi, maître de l'école Skiré. Skiré, c'est-à-dire quoi? Oui, effectivement, je suis initiateur d'une école de pensée en droit pénal que nous avons dénommée école Skiré. Skiré, c'est un verbe latin qui signifie savoir. Et donc, skiré, ça veut dire savoir. Et comme c'est le savoir en droit pénal, un savoir pensé en droit pénal. Ok. Oui. Voilà, c'est le professeur Espoir Massamanki. C'est un sujet vraiment très kilométrique que nous allons aborder cet après-midi. La compétence des juridictions militaires congolaises à l'égard des civils. Le professeur n'est pas seul, il est accompagné de ses assistants. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir, monsieur le professeur. Mais nous allons déjà, bien avant de toucher à certaines choses, est-ce que par rapport au sujet, j'ai une question, ce sont des questions vraiment kilométriques. Je pense que cette émission a un caractère très pédagogique, comme je dis toujours à mes téléspectateurs, que ça, l'émission qui dit le droit, c'est une école. Alors aujourd'hui, à travers vos interventions, parce que vous êtes doctrinaire, bien entendu, et je pense que vos avis comptent, et de l'expérience aussi que vous avez en tant qu'avocat. Mais ma question serait de savoir, pourriez-vous nous dire d'entrée de jeu, pour n'est-ce pas nous amener à une schématisation des idées, de la compétence intérieure des juridictions militaires en droit congolais à l'égard des civils. Bien entendu, il faut, en abordant cette question, parlez-nous en fait déjà aborder les concepts compétents de juridiction, parce que ceux qui nous suivent, ils ont peut-être du mal à comprendre c'est quoi une compétence. Dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi déjà la compétence de juridiction militaire au regard des civils? Parlez-nous un peu en long et en large. Ok, merci beaucoup, monsieur Salomon. Je suis très heureux d'être reçu dans le cadre de votre émission Que dit le droit. Et les sujets que nous abordons, c'est un sujet très technique, un sujet d'actualité, un sujet à la fois compliqué, simple et compliqué. C'est comme ce que Michel Virali appelait les ponts aux ânes. C'est des questions qu'on connaît, mais souvent on se pose toujours des questions, mais est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Effectivement, la question de la compétence, d'abord, la compétence, ça c'est, je peux définir ça de manière simple comme la capacité qu'a une juridiction de connaître d'une affaire. Et ça c'est de manière simple, une compétence judiciaire, c'est donc cette capacité qu'a une juridiction de connaître une affaire. Et on sait tous les juristes savent que la compétence, elle est d'attribution. Et nous, en matière pénale, cette attribution, elle est légale. La loi ici, c'est au sens large. Parce que même la Constitution est une loi. Mais si on va dans le sens strict, dans le sens de l'article 122.6 de la Constitution, on considère que la compétence doit faire l'objet d'une loi ordinaire, mais tout part de la Constitution. Et donc, le principe, c'est celui-là. Alors, parlant des compétences antérieures des juridictions militaires congolaises, je voudrais juste rappeler que nous avons aujourd'hui des juridictions militaires
Mais ces juridictions ne sont pas nées aujourd'hui. C'est des juridictions qui datent. Et l'histoire de la justice militaire commence depuis 1886 par un décret de 1886 qui consacrait quelques juridictions qui avaient des compétences militaires. Et cette histoire a évolué de 98. On a eu un décret de 1958. On a eu un décret-loi de 1967. Et puis on est arrivé au décret-loi de 1972. Et à 72, c'est les codes de justice militaire qui finalement a été abrogé en 2002. Et aujourd'hui où nous parlons, nous avons les juridictions militaires qui sont régies bien sûr par la loi mère qui est la Constitution du 18 février 2006 qui pose les principes. Mais la loi qui continue de régir ces juridictions, c'est la loi de 2002 portant code judiciaire militaire. Merci beaucoup. Je pense que c'est une petite historique. Hein? Oui, c'est une petite historique parce qu'il fallait revenir sur cette justice militaire antérieure. Mais je pense que nous devons essentiellement discuter de cette loi qui nous régit aujourd'hui ou qui régit les juridictions militaires à ce jour. Et je pense que c'est ce qui est très important pour vos téléspectateurs pour arriver à donner les éléments qui sont très nécessaires par rapport à ces compétences-là. Merci, monsieur le professeur. Puisque nous parlons de la compétence, est-ce que vous pouvez nous dire quid de la compétence de juridiction militaire en temps de paix et en temps de guerre, au regard des civils, bien entendu? Quand est-ce que la juridiction militaire était compétente en temps de paix pour les civils? Et quand est-ce que les juridictions militaires sont compétentes en temps de guerre, bien entendu, toujours pour les civils? Merci. Je pense que c'est la question clé. C'est la question clé parce qu'il faut faire une restitution, comme vous avez dit que c'est une émission pédagogique. Je vais commencer par le fait que nous avons aujourd'hui un nouveau système judiciaire congolais. Et ce nouveau système judiciaire congolais a été instauré par la Constitution 18 février 2006 qui a créé 3 ordres juridictionnels, si on peut le dire, bien que concrètement, on a 2 ordres juridictionnels plus la Cour constitutionnelle. Apparemment, ça fait débat. Ben oui, ça fait débat, mais si on part de la logique selon laquelle un ordre de juridiction est constitué des juridictions, on se rendra vite compte que la Cour constitutionnelle est une juridiction unique. Mais c'est le vœu de la Constitution parce que c'est dit à l'exposé des motifs de la Constitution que le nouveau système judiciaire congolais a 3 ordres de juridiction. Nous les répétons comme ça, mais après, nous précisons sur les plans conceptuels qu'on ne peut pas en réalité parler des 3 ordres de juridiction. Et donc, nous avons un ordre qu'on appelle l'ordre judiciaire. Et c'est dans cet ordre judiciaire que nous situons les juridictions militaires, parce que l'article 153, alinéa 1er de la Constitution, qui institue l'ordre judiciaire, dispose que l'ordre judiciaire est constitué des juridictions civiles et militaires. Et ces juridictions civiles et militaires sont placées sous le contrôle de la Cour de cassation. Alors, c'est la Cour de cassation qui chapeaute toutes ces juridictions, ce qui fait que la toute première précision que je voudrais vraiment apporter à vos téléspectateurs et à de nombreux des juristes qui nous suivent, c'est que les juridictions militaires ne sont pas des juridictions exceptionnelles. Ce ne sont pas des juridictions trop extraordinaires. Ce ne sont pas des juridictions d'exception qui sont d'ailleurs interdites. Ce sont des juridictions spécialisées de l'ordre judiciaire qui sont chapeautées par la Cour de cassation. Et le contrôle de la Cour de cassation est exercé justement par ces voies de recours extraordinaires qui est la cassation, qui permet de corriger les erreurs de droit qui sont contenues dans les juridictions rendues en dernier ressort par les juridictions militaires. Et donc aujourd'hui, s'il y a une erreur de droit qui est constatée dans une décision rendue par une juridiction militaire, cette affaire doit être portée à la Cour de cassation pour corriger cette erreur de droit. Et à partir maintenant de cette constitution, qui institue l'ordre judiciaire, dans lequel on trouve les juridictions militaires chapeautées par la Cour de cassation, il s'est fait que l'article 156, alinéa 1er,
va poser un principe que j'appelle le principe de la limitation de la compétence personnelle des juridictions militaires. Et ce principe, cet article dispose que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et les membres de la police nationale. Et donc, partant de ce principe, on ne peut déjà pas comprendre qu'une juridiction militaire, et là, c'est en temps de paix, pour répondre à votre question, on ne peut jamais comprendre qu'une juridiction militaire puisse juger des civils. Mais comme on dit qu'en droit, il n'y a jamais de principe sans exception, justement, ça a été respecté dans l'article 156, alinéa 2. Cet article va disposer de la Constitution, bien sûr. Cet article va disposer que, en temps de guerre, ou lorsque l'état de siège est proclamé, ou l'état d'urgence a été proclamé, les juridictions militaires peuvent connaître des infractions qui sont commises par des civils. Et là, c'est dans l'hypothèse de la substitution de l'action publique exercée par les juridictions militaires aux civils. C'est-à-dire, il y a transfert de l'exercice de l'action publique. On suspend l'exercice de l'action publique par les juridictions civiles pour reconnaître cette compétence aux juridictions militaires. Mais cela se fait, M. Salomon, par voie d'ordonnance du chef de l'État délibéré en Conseil des ministres, conformément, je pense, si je n'ai pas oublié, aux articles 85 de la Constitution. Ça veut dire que, sur les plans de principe, 156 limite la compétence, 156 alinéa 1er, limite la compétence des juridictions militaires aux civils, aux membres des forces armées et aux membres de la police nationale, et exceptionnellement, dans cette hypothèse de la suspension de l'exercice de l'action publique en temps de guerre, en temps d'état de siège, comme ce que nous avons connu dans la partie est de notre pays, il y avait une ordonnance qui avait été prise par le président en exercice, et ce sont là les exceptions. Alors, à partir de la Constitution, les principes, vous le savez que c'est la Constitution qui pose les principes, et les autres lois, que ce soit les lois ordinaires ou les lois organiques, doivent se conformer à la Constitution. À partir de 2006, on a quitté finalement en 2013, puisqu'il fallait avoir une loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire qui sont créées à l'article 153 alinéa 1er, comme nous l'avons dit, le législateur de 2006 va prévoir une compétence, va ajouter une compétence à la Cour d'appel. À l'article 91, il va considérer qu'il va reconnaître plutôt à la Cour d'appel la compétence de juger les crimes internationaux. Alors qu'avant 2006, ces crimes-là étaient jugés par les juridictions militaires. Et c'était dans le Code pénal militaire, dans le titre 5 du Code pénal militaire. Alors, l'idée, c'était de considérer que la Cour d'appel doit juger maintenant les civils qui commettent les crimes internationaux. Et que les juridictions militaires ne peuvent juger que les militaires ou les assimilés qui commettent les crimes internationaux. Alors, pour parfaire cette réforme, c'est finalement en 2015, lorsqu'il fallait que le Code pénal congolais, le Code de procédure pénale et le Code pénal militaire puissent être harmonisés pour être adaptés au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Finalement, en 2015, le titre 5 du Code pénal militaire a été supprimé. Donc, c'est ce titre qui prévoyait les crimes internationaux. Les législateurs suppriment les titres 5 pour se conformer justement à cet esprit de l'article 91, mais également, les législateurs vont supprimer un article qui donnait aux juridictions militaires la compétence de juger toutes les infractions prévues dans le Code pénal militaire, même si elles sont commises par les civils. Et c'est l'article 207. L'article 207 du Code pénal militaire considérait que toutes les infractions qui sont dans le Code pénal militaire sont de la compétence exclusive des juridictions militaires. Et comme les crimes internationaux faisaient partie des crimes qui étaient dans le Code pénal militaire, même les civils qui commettaient les crimes internationaux étaient jugés devant les juridictions militaires suivant cette disposition. Et dans le titre 5,
il y avait une disposition, l'article 161, qui considérait que lorsqu'il y a connexité en cas de commission des crimes internationaux, lorsqu'il y a connexité entre ces crimes et les autres infractions, il n'y avait que les juridictions militaires qui pouvaient juger. Ce qui faisait aussi que même les civils qui commettaient des crimes internationaux dans lesquels il y avait connexité, ils étaient transférés devant les juridictions militaires. Et ces deux dispositions, à ce jour, ont été supprimées, et c'est depuis 2015. Ce qui fait que les juridictions militaires ne peuvent pas prétendre juger les civils en considérant que ce sont des infractions militaires ou des infractions qui sont prévues dans le code pénal militaire, pour la simple raison que en 2015, on supprime l'article 161, on supprime l'article 207, on supprime tous les titres 5, et au jour d'aujourd'hui, le code pénal militaire ne prévoit plus les crimes internationaux. Ces crimes sont finalement prévus dans le code pénal ordinaire. On a ajouté les titres 9 au code pénal ordinaire, qui punit même ces crimes-là de la peine de mort. Et donc, déjà en 2015, on ne pouvait pas considérer que les juridictions militaires pouvaient encore juger les civils. Mais la réforme ne s'est pas arrêtée là. En 2017, le législateur a modifié le code judiciaire militaire, mais là, le législateur n'a modifié que deux dispositions. C'est l'article 115 et l'article 119. L'article 115 prévoit la question de la participation criminelle entre les civils et les militaires. Avant 2017, si un civil commet une infraction avec un militaire, le principe c'était que c'est la juridiction ordinaire qui les juge, mais avec deux exceptions. Sauf si c'est une infraction militaire, ou alors si on est en temps de guerre, en zone opérationnelle, état de siège ou état d'urgence. Maintenant, en 2017, là, l'intérêt de la réforme, pour se conformer justement à l'article 156, que j'ai rappelé ici, qui dispose déjà que les juridictions militaires ne peuvent juger que les membres des forces armées et les membres de la police nationale, l'article 115 a été modifié en retirant la première exception sur les infractions militaires. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2017, si un civil commet une infraction en participation criminelle avec un militaire, peu importe la nature de l'infraction, même si c'est une infraction militaire, les civils, les deux, doivent être jugés devant les juridictions ordinaires, donc devant les tripés, les TGI, la cour d'appel ou la cour de cassation, s'il y a des privilèges, oui, des juridictions civiles, bref. Alors la seule exception, et qui reste conforme à la Constitution, c'est l'état d'urgence en temps de guerre, en temps de situations exceptionnelles dans des zones d'opération. Là, ce sont des juridictions militaires qui sont compétentes, même s'il y a participation criminelle. Et donc, bref, aujourd'hui, à partir de la Constitution, en allant vers la loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire, en passant par le code pénal militaire modifié en 2015, parce que ça a été modifié aussi en 2023, mais je prends la réforme de 2015, on y ajoute la modification de 2017 du code judiciaire militaire. Les juridictions civiles ne peuvent pas, en temps de paix, juger, les juridictions militaires plutôt, ne peuvent pas, en temps de paix, juger les civils. En temps de guerre, ils peuvent juger les civils, mais là, j'ai nuance. Il faut, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les chefs de l'État puissent prendre une ordonnance de déclaration de la guerre. C'est là l'acte déclencheur de la guerre. C'est pas que vous avez entendu là-bas à Bunagana, ça commence à tirer et vous considérez que non, voilà, on est en guerre. Non, ça c'est la guerre sur les plans de fait. Mais la guerre dont on parle ici, c'est la guerre juridique. Donc il faut qu'il y ait un acte juridique qui constate que désormais on est en état de guerre. Et là, ce sont des règles exceptionnelles. C'est la même chose avec l'état d'urgence. Il faut que ça soit programmé. S'il n'y a pas d'ordonnance, il faut que ça soit programmé. Mais même si c'est programmé, M. Salomon, il faut en plus que dans l'ordonnance de proclamation, le président de la République décide de suspendre l'exercice de l'action publique devant les juridictions civiles. Parce que si le président de la République se limite à programmer l'état d'urgence, mais dans l'ordonnance
des proclamations ou dans une autre ordonnance, le président de la République ne suspend pas l'exercice de l'action publique, les juridictions militaires ne peuvent pas non plus exercer l'action civile, l'action publique sur les civils. Donc il doit préciser, l'ordonnance doit préciser. L'ordonnance doit préciser, parce que c'est cette disposition de suspension de l'exercice de l'action publique devant les juridictions civiles qui donnera aux juridictions militaires la compétence justement de pouvoir juger ce genre d'infractions. Et je précise en disant que pour montrer également à ceux qui pensent que la justice militaire c'est une justice qu'il faut supprimer, non, il faut plutôt l'adapter aux normes de droit international aux droits de l'homme. La même disposition 156 alinéa 2 interdit que les voies de recours ne doivent pas être suspendues. Donc le président de la République suspend l'exercice de l'action publique devant les juridictions civiles. On amène l'affaire devant les juridictions militaires, mais les voies de recours sont garanties. Alors une autre précision, c'est qu'il y a une autre juridiction qui est compétente en temps de guerre, et cette juridiction n'a pour rôle que d'accompagner l'armée là où ils sont en train de se battre. C'est la cour militaire opérationnelle. Et cette cour-là, elle n'est pas non plus automatique. Elle doit être implantée par une ordonnance du chef de l'État. Donc ça n'a jamais été opérationnel jusqu'à aujourd'hui? Non, c'est une cour circonstancielle. C'est-à-dire que quand on est en guerre, le président de la République, en plus d'une ordonnance proclamant peut-être la guerre, peut prendre une autre ordonnance instituée. Il y a un cas que j'ai recensé en 2008. Le président Joseph Kabila à l'époque avait pris une ordonnance instituant la cour militaire et opérationnelle. Donc c'est un peu ça l'état de notre législation. Dernière précision sur l'état de la législation justement qui sous-tend cette question de la compétence, c'est que j'ai rappelé les dispositions ici. Maintenant, aujourd'hui, si vous prenez le code judiciaire militaire, vous regardez, vous allez trouver que le code judiciaire militaire, il faut le rappeler, ça date de 2002. Donc c'est antérieur à la Constitution. Et c'est normal que dans cette disposition, on trouve certaines, plutôt dans cette loi, on trouve certaines dispositions qui sont contraires à la Constitution. Mais la Constitution elle-même a résolu ce problème. L'article 221 de la Constitution dispose que les lois qui sont en vigueur ne demeurent que lorsqu'elles ne sont pas contraires à la Constitution. Et donc, vous allez trouver dans la loi portant code judiciaire militaire que vous avez l'article 108 qui reconnaît aux juridictions militaires la compétence de juger des personnes étrangères à l'armée. C'est d'ailleurs ça où j'ai voulu un peu me rebondir par rapport à ça. Oui. J'ai suivi en lisant, parce que l'émission est tellement pédagogique. En lisant, j'avais une question à vous poser, par contre. Quelle est votre approche au regard de l'article que vous venez de citer, l'article 108 du Code judiciaire militaire congolais, hérité de l'article 121 de l'ancien Code de justice, qui dit, de l'ancien Code de justice militaire du 25 septembre 1972, qui dit les personnes non revêtues de la qualité de militaire, employées dans un établissement ou non, dans un service de l'armée, ou dépendants du ministère de la Défense, sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions commises au sein de l'armée ou dans l'exercice de leurs fonctions. Quelle est votre approche par rapport à cela pour, n'est-ce pas, rebondir aussi à ce que vous étiez en train de... Alors, pour revenir, parce que ce que j'ai dit avant, c'était vraiment présenter l'état législatif, des dispositions qui aujourd'hui écartent la compétence des juridictions militaires à l'égard des civils, mais également les conditions dans lesquelles même la compétence exceptionnelle en temps de guerre, dans quelles conditions ces juridictions doivent exercer leurs compétences. Alors, pour venir justement à l'article 108, effectivement, aujourd'hui, puisque c'est une loi qui date d'avant 2006, 2006, je vous ai dit, qu'apporte un nouveau système de justice congolaise, et donc, dans ce nouveau système, il y a des nouvelles dispositions qui arrivent. En 2006, j'ai déjà présenté la situation. Maintenant, l'article 108 reconnaît effectivement aux juridictions militaires la compétence de juger des personnes. Mais on dit clairement des personnes non revêtues de la qualité des militaires. Déjà, cette disposition, elle est contraire à l'article 156 de la Constitution, alinéa 1er.
Parce que 156 dit les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les militaires et les membres de la police nationale. Alors, quand vous avez une disposition qui considère que la cour militaire, ou plutôt les juridictions militaires, sont compétentes à l'égard des personnes non revêtues de la qualité des militaires, mais qui travaillent dans l'administration, soit de la défense, dans les services de l'armée, ce sont des civils qui sont affectés dans l'administration. Mais effectivement, à l'époque, l'idée c'était quoi? Ces personnes-là sont au moins au courant de certains secrets d'État, de certaines affaires des militaires, et donc on les assimilait aux militaires pour qu'ils soient jugés. Mais du moment que la Constitution, qui est notre loi fondamentale, qui pose les principes auxquels les autres lois doivent se conformer, au moment où cette Constitution pose déjà le principe, avec son exception, l'article 108 n'a pas sa raison d'être. C'est une disposition qui doit en principe être abrogée. Et c'est la suite, parce qu'il y a 109, il y a 110, il y a 111, mais on a aussi 112, je crois, point 7, parce que de temps en temps... Point 7 et 8. Point 7, de temps en temps, vous entendez dire il a commis l'infraction au moyen des armes de guerre. Vous entendez dire qu'il a incité les militaires à commettre une infraction. Ou soit il a assisté. Il a assisté. Alors, déjà par rapport aux infractions commises au moyen des armes de guerre, le problème ici, c'est que les juridictions militaires ont une compétence personnelle. Et lorsqu'ils ont une compétence personnelle, c'est une compétence exclusive, parce qu'on a déjà déterminé les qualités. On a les militaires et les policiers. Ça veut dire que si vous ne rentrez pas dans la catégorie des militaires, si vous ne rentrez pas dans la catégorie des policiers, vous ne pouvez pas être justiciable devant les juridictions militaires en temps de paix et exceptionnellement en temps de guerre. Et donc, même si vous avez commis l'infraction au moyen de guerre, au moyen d'une arme de guerre, cela ne donne pas à la cour, à une juridiction militaire, la compétence de juger des civils. Parce que le travail que va faire les juges militaires, c'est ce travail que va faire les juges ordinaires. Et en plus, vous savez, peut-être ça je dois rappeler, peut-être pour aller du coq à l'âne, mais ça rentre dans les sujets. Vous savez que les juridictions militaires, sauf la cour militaire, qui est composée de 2 magistrats de carrière sur 5, et la haute cour également, 2 magistrats de carrière, sauf en appel quand la haute cour militaire siège, il a 3 magistrats de carrière, mais le tribunal militaire de police est constitué de 2 magistrats, de 3 magistrats plutôt, 3 juges, dont un magistrat de carrière, dont il y a 2 assesseurs. Le tribunal militaire de garnison est composé de 5 juges, dont un seul magistrat de carrière, si je ne me trompe, donc ça fait 4 magistrats assesseurs. La cour d'appel, la cour militaire plutôt, est composée de 5 juges, dont 2 magistrats de carrière, dont 3 assesseurs. Les assesseurs sont des militaires et des policiers qui ne sont pas juges. Ils ne sont pas juristes. Ils ne sont pas juristes, ils sont pas juges non plus. Et puis vous avez la haute cour également qui siège à 2. Donc vous allez voir que ce qui n'est pas le cas avec les juridictions ordinaires. Devant les juridictions ordinaires, en tout cas en matière pénale, sauf devant le tribunal de commerce, toutes les autres juridictions sont composées soit à 3, soit à 5, mais tous sont juges de carrière. Vous comprenez? Des juridictions en matière pénale. Tous sont des juges de carrière. Et donc, quoi de plus normal? C'est ça, en fait, l'idée. C'est de pouvoir faire respecter le droit à un procès équitable. Et donc, pour finir, l'article 108, les articles que j'ai cités, doivent être modifiés. Mais dernière précision, ça c'est ce que j'allais déjà dire. Vous allez trouver dans l'article 120 et 121 du Code judiciaire militaire. L'article 120 du Code judiciaire militaire reconnaît à la haute cour militaire la compétence de juger les personnes qui sont par état justiciables de la Cour de cassation. Donc, un député, par exemple, un sénateur. Il peut être jugé à la haute cour militaire lorsqu'il commet une infraction de la compétence des juridictions militaires. Ça, c'est ce qui est prévu dans la loi de 2002. Or, avec tout ce que je vous dis, avec la logique actuelle, cette disposition-là ne peut pas s'appliquer en temps de paix. Donc, quand on est en temps de paix, puisque c'est un civil,
il ne peut pas être jugé devant la haute cour militaire sous prétexte de l'article 120. À ce niveau, en temps de paix, cet article-là est inconstitutionnel, sauf en temps de guerre. Sauf en temps de guerre, je crois, je ne voudrais vraiment peut-être pas entrer dans certains cas concrets, mais il y a des cas comme ça devant les juridictions. Et c'est la même chose avec 121. 121, toujours du Code judiciaire militaire, reconnaît la compétence à la cour militaire de juger les personnes qui, par État, sont justiciables de la cour d'appel. Notamment un député provincial peut être jugé, il a les privilèges de justice à la cour d'appel, et par rapport à 121, s'il commet une infraction de la compétence des juridictions militaires, on les juge à la cour militaire. Mais là aussi, en temps de paix, ce n'est plus possible parce que la voie est fermée aux juridictions militaires en temps de paix de pouvoir juger des personnes qui ont la qualité de civils. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est le professeur Espoir Massamanki Izuri de l'Université de Kinshasa. Monsieur le professeur, puisque vous êtes doctrinaire, je vais avoir votre avis, puisque vous avez aussi abordé la question sur la période exceptionnelle, surtout en temps de guerre, où il y a, le chef de l'État, par voie d'ordonnance, a décrété un état d'urgence. Est-ce qu'il y a aussi question de la compétence territoriale qui se pose? Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui a commis, une personne qui a commis une infraction, par exemple, à l'est de la République où il y a l'état d'urgence? Est-ce qu'on peut le juger à Kinshasa? S'il a commis une infraction passible de la, compétent plutôt de la peine ou soit de la juridiction militaire? La question, elle est pertinente parce que, effectivement... Parce que nous assistons au procès actuellement. Oui, effectivement, actuellement, il y a beaucoup de procès. Mais je voudrais bien donner aux juristes la matière. Merci. Et qu'il revienne à chaque juriste de l'appliquer au cas concret. Alors, sur le plan de droit actuel, j'ai rappelé ici, nous avons effectivement l'état d'urgence à l'est de la République. Mais cet état d'urgence n'est pas sur toute l'étendue de la République. C'est sur la partie menacée où on est agressé. Parce que je rappelle ici que moi j'ai fait ma thèse sur les crimes d'agression, donc c'est une question qui m'intéresse. Alors, lorsque le président de la République prend une ordonnance suspendant l'action publique des juridictions civiles, cette ordonnance ne s'applique que dans les territoires sur lesquels l'ordonnance d'état d'urgence s'applique. Et dans les cas d'espèce, l'état de siège, je crois que ce n'est pas l'état d'urgence, je crois que c'est l'état de siège. L'état de siège a été décrété dans la partie est du pays. Et ce sont, en principe, ces juridictions-là, les juridictions civiles de cette partie, dont l'action publique est suspendue. Et c'est aussi les juridictions militaires de cette partie qui doivent exercer la compétence pour les infractions commises par des personnes qui doivent être jugées par les juridictions militaires. Ça, c'est le principe. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas, en principe, délocaliser, sauf si on considère que c'est une audience foraine, qu'un tribunal peut siéger devant les juridictions militaires, ça existe aussi. Mais je voudrais quand même préciser une chose. Lorsque c'est la haute cour militaire qui doit connaître de cette infraction, vous savez qu'on n'a qu'une seule haute cour militaire. Et cette haute cour militaire siège à Kinshasa. Donc c'est avec raison qu'une haute cour militaire puisse juger, par exemple, si c'est une infraction qui rentre dans le cadre de l'état de siège et que la juridiction compétente, c'est la haute cour militaire, c'est normal que ce soit la haute cour militaire qui siège à Kinshasa, qui puisse juger. On ne va pas dire que nous devons les juger devant les juridictions qui sont à l'est du pays, parce que la seule cour qu'on appelle haute cour militaire siège à Kinshasa. Mais quand c'est par exemple la compétence de la cour militaire, alors là, on n'a pas qu'une cour militaire à Kinshasa. On a une cour militaire parce que c'est provincial, la compétence, les ressorts, il est provincial. Si c'est un tribunal militaire de garnison, on doit se référer au tribunal militaire, au tribunal militaire de garnison de la partie. Bref, la compétence territoriale se pose, mais lorsqu'il y a cette ordonnance de substitution de l'action publique des juridictions militaires, des juridictions civiles par les juridictions militaires, il faudrait nécessairement que ce soit les juridictions de la partie où l'état d'urgence, comme les cas, l'état de siège plutôt, comme c'est le cas pour notre pays, que ce soit ces juridictions-là qui puissent connaître
de cette infraction. Merci, messieurs les professeurs. Nous citons déjà. Je pense qu'il nous reste quelques minutes. Parlez-nous de l'état actuel. Vous avez parlé de l'état actuel de la législation congolaise. En confrontant la constitution du 18 février 2006 et le code militaire congolais, en abordant bien sûr la question sur la compétence ou pas des juridictions militaires à juger les civils en temps de paix. Quelle est votre approche? Est-ce que vous... Parce que nous assistons au procès, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est inconstitutionnel ou c'est ils font ça parce qu'il faut le faire, ou soit le code judiciaire doit subir des modifications? Alors, d'abord, l'inconstitutionnalité est là. Et il y a des cas d'espèce où je suis en possession d'un arrêt Air-Cons de la Cour constitutionnelle, je crois, j'ai oublié la partie, qui avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité devant la haute cour militaire parce que le civil était poursuivi en participation criminelle avec un militaire pour avoir incité un militaire à commettre une infraction. Alors le civil a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité et la Cour constitutionnelle du bon droit a considéré que l'article 111, je crois 112.7, était inconstitutionnel. Non seulement par rapport à 156 alinéa 1er, mais aussi par rapport à 115 du Code judiciaire militaire, mais également par rapport à l'article 19 de la Constitution, parce que l'article 19 de la Constitution interdit à ce qu'une personne soit écartée de son juge naturel. Et du moment que la Constitution pose déjà les principes, que les juridictions militaires doivent connaître des infractions commises par les militaires et les policiers, ça veut dire que les juges naturels du civil, ce n'est pas les juges militaires, c'est les juges ordinaires. Et donc, la Cour constitutionnelle a considéré effectivement qu'il y avait une inconstitutionnalité et a dit le droit en demandant que cette affaire soit déférée devant un tribunal de grande instance qui pouvait juger les civils. Et donc, pour ma part, je suis d'ailleurs, bientôt il y a un article qui va paraître sur cette question parce que finalement, bon, les scientifiques, ce n'est pas seulement des émissions télévisées. Ça veut dire qu'on vient, on partage la science pour une grande vulgarisation. Surtout que je m'inscris dans cette logique, dans cette vision de l'école Skiré, qui vient avec une dimension critique, une dimension qui s'inscrit dans le cadre de la déconstruction. Ça veut dire qu'il y a des fondamentaux. On peut déconstruire et reconstruire. Et pour le faire, il faut venir avec l'approche critique. Et j'aborde justement cette question de la compétence des juridictions militaires à l'égard des civils avec cette approche critique. Et donc, je considère qu'il nous faudrait qu'il y ait des adaptations. Il faut qu'il y ait une adaptation législative parce que l'article 156 alinéa 3 de la Constitution dispose qu'il faut qu'il y ait une loi organique qui organise, qui prévoit, portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Et depuis que nous avons cette constitution, on n'a pas encore fait des adaptations en dehors de l'adaptation de 2017 qui n'a porté que sur 2 articles. Et donc, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une loi qui fasse une harmonisation générale pour permettre justement à ce que les principes posés par la Constitution soient respectés, mais également les droits à un procès équitable. Parce que aujourd'hui, nous avons des normes internationales sur l'administration de la justice par les juridictions militaires. Ça pose un problème de garantie de droit à un procès équitable. Donc voilà, nous plaidons pour cette adaptation législative. Merci, c'était l'émission Que dit le droit. Nous avons reçu le professeur Espoir Massamaki. Je pense que c'est avec lui que nous avons abordé la question sur la compétence judiciaire militaire en droit congolais à l'égard des civils. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons citer, messieurs les professeurs, vous avez un mot de remerciement. Mais bien avant que vous abordez la question sur les remerciements et tout, un professeur m'a dit un jour, c'était dans une conférence, il a dit, est-ce qu'il a posé la question à l'un de ses collègues professeurs pour savoir quel est le problème congolais. Est-ce que les problèmes congolais, c'est les problèmes de vous, les doctrinaires, qui nous enseignez les droits, ou c'est les problèmes des praticiens, ou soit des juges et tout comme ça. Et il a répondu, je vais vous relancer, il a répondu, c'est comme si vous me posez la question de savoir pourquoi la Bible le pasteur pêche. Quelle est votre approche? Et vous allez bien entendu remercier
vos téléspectateurs aussi? Bon, mon approche, c'est que le droit, c'est ce qui doit être. Et ce qui doit être, c'est ce qui est écrit dans nos lois. Mais il faudrait maintenant que ce droit soit appliqué par des acteurs judiciaires. Donc, ce sont des acteurs, des juges, des magistrats du parquet, peut-être qu'ils refusent d'appliquer le droit. Je ne prendrai pas le risque de dire qu'ils ne connaissent pas le droit. Je suis sûr qu'ils connaissent le droit, mais qu'ils refusent peut-être d'appliquer pour telle ou telle autre raison que vous et moi ignorons. Peut-être que dans des prochaines émissions, nous pourrons discuter sur ces aspects empiriques. Mais enfin, je voudrais vraiment vous remercier pour votre invitation. Ça participe de la vulgarisation du droit congolais. Et nous disons, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, cette émission participe justement de la mise en œuvre de nul n'est censé ignorer la loi. Et le droit ne doit pas simplement être connu par les juristes. Même les non-juristes, parce qu'on est dans une société où il y a des règles, ils doivent savoir qu'ils sont des civils, ils ne sont pas justiciables devant les juridictions militaires. C'est vrai qu'il y a des avocats qui sont là pour ce travail. Je suis moi-même avocat, mais je le fais en tant que professeur d'université dans le cadre de la vulgarisation du droit. Merci beaucoup à RTGA pour cette émission. Et je pense que ce n'est qu'une première. Oui, on va vous inviter. J'espère qu'on continuera à discuter des questions de droit. Mais un clin d'œil à tous les téléspectateurs. Nous invitons tous les amoureux du droit et surtout du droit pénal à pouvoir nous contacter à travers l'école Skiré. Je crois que l'école Skiré est sur www.écoleskiré.com. Nous avons un contact qu'on balancera à des prochaines émissions. On n'était pas venu pour ça, on était venu partager la science. Mais si vous voulez continuer la discussion sur cette question, l'école Skiré est disponible. Il suffit de taper sur Facebook école Skiré. Vous avez notre page qui est certifiée. Vous vous abonnez et vous suivrez les restes de la discussion. Je vous remercie, M. Salomon. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci, professeur, pour avoir honoré notre invitation. Nous étions tellement honorés de votre présence, de votre intervention. Je remercie la coordination. Je remercie M. Tantoa Chitenge. Je remercie Fies Tambou qui est à la réalisation. Je remercie toute la grande équipe de la RTGA. Je remercie également M. Edo Ebondo. Je remercie mes téléspectateurs de la France, des États-Unis. Juste tout à l'heure, je viens de recevoir vos messages. En tout cas, cela montre que vous êtes de cœur avec nous. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Que Dieu bénisse la République. Au prochain numéro. Ciao. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci.